Les Instigateurs Podcast numéro 67. Aujourd'hui, on vous parle de comment gérer les litiges entre partenaires. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. J'ai le goût de starter avec un gros « va chier » pour bien supporter le terme de la journée, là. Ah oui, explique-moi ça. Les litiges entre partenaires, fait que je me dis, aussi bien, paf, on est en litige, Dave. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est bon, c'est réglé, fini litige. There you go. Hey, je t'aime, man. Toi et tes émotions. Ah là 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 là, there you go. Voilà. Hey, il n'y a rien qu'une bonne dose d'amour fraternel ne règle pas. Le pire, c'est que je suis... OK, là, je vais sûrement briser un petit peu sûrement l'image que les gens se font de moi. Je réitère, j'haïs tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Par contre, du moment que je t'aime vraiment beaucoup. Puis je suis quand même physique comme chum. Fait que, non, le manly love, là, genre, je suis très fort sur les hugs puis toute la patente, là. Fait que, ça, oui. C'est vrai, je suis... je seconde ce que tu dis. C'est vrai que t'es un hugger. C'est vrai. Un gros toucheur. Non, mais tu sais, je veux dire, comme moi, je suis pareil. Là, c'est comme mes bros. Je suis très comme, hey, tu sais, on a du brotherly love, real brotherly love. Oh oui, bring it in. Mais c'est important. C'est un bon sujet, actually, pour parce que tu sais, ce qu'on va parler aujourd'hui des litiges entre partenaires, souvent c'est pas facile de gérer le, tu sais, l'amitié, la business, les compétences, les changements de direction ou d'envie ou d'ambition de partenaires. C'est tricky, man. C'est vraiment, vraiment tricky comme situation. Puis honnêtement, faut s'y préparer si vous êtes en business avec des partenaires. Puis souvent, même si c'est des partenaires des fois qui sont stratégiques au départ, ben éventuellement, ça se pourrait fort bien que vous deveniez des bons chums aussi ou des personnes avec qui vous passez beaucoup de temps. Puis il y a tout cet élément-là humain à ne pas négliger. Puis l'inverse, c'est vrai, non. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu rentres partner avec quelqu'un que tu es obligé de devenir un ami non plus. Là. C'est comme, forcez pas les choses. Premier élément, mettons. Ouais, c'est ça, là. Fait que, mais non, d'habitude, justement, c'est sûr que si tu embarques dans un projet avec quelqu'un, littéralement, vous avez des valeurs qui se ressemblent, des ambitions qui se ressemblent, vous allez vivre les mêmes problèmes. Donc, s'il y a une bonne ligne de communication, vous allez être capable de partager vos inquiétudes, vos émotions. Donc, c'est assez facile à ce qu'une émotion, à ce qu'une amitié, se développe. Là. Ouais, non, exactement. Donc, c'est ça, ça va être intéressant comme sujet. Puis je pense que tous les deux, on n'est pas nécessairement dans notre partenariat à nous autres, mais dans nos compagnies respectives, des challenges qu'on a eu aussi. Et puis des situations qu'on a eues. Puis on l'a vécu pareil. Là, on le voit aussi avec nos étudiants dans nos cellules de croissance. Là, tu sais, c'est arrivé. Puis c'est quand je voyais ça. Exactement. Ce n'est pas normal. Ça arrive. La seule chose qui est regrettable souvent, c'est le manque de préparation, puis le manque je te dirais, tu sais, c'est comme un mariage. Souvent, on veut d'aborder je te dirais, la prenup. C'est pas facile souvent à aborder avec son partenaire. Tu sais, comment est-ce qu'on fait? C'est comme, dans le fond, are you planning to fail? Tu sais, d'une certaine façon. Tu sais, puis par exemple avec Karine, on a eu on avait eu cette discussion-là dès le départ, tu sais, c'est comme, OK, comment est-ce qu'on le voit? Est-ce que, parce qu'on fait ça, we're planning to fail? Mais je comprends pas cette philosophie-là. Déjà là, je suis comme, non, Chris, ça me rentre pas dans la tête pantoute comment ça peut être perçu comme ça. Ben, ça dépend, parce que c'est une perception émotionnelle.
C'est un biais émotionnel. Dans le fond, il y a pas de, ce n'est pas rationnel, c'est émotionnel. Tu comprends-tu? Fait que c'est Vouloir te amené à protéger de quelque chose, c'est pas vouloir que ça arrive, c'est complètement l'inverse. Oui, je suis d'accord, mais c'est ajouter un élément ultra rationnel, comme genre un prenup qui est méga, méga rationnel, Mhm. OK, à un élément qui est ultra émotionnel, qui est le mariage. Tu sais, tu comprends-tu la dualité entre les deux qui est dure à gérer? Et souvent, ben, en business, c'est la même chose. Tu sais, quand tu arrives dans un partenariat, c'est tu sais, tu veux pas déplaire à l'autre, tu sais, c'est correct, tu sais, non, non, je te trust, puis until something happens, tu sais, c'est la même. Moi, ça m'est arrivé comme ça m'a, je veux dire, ça m'a sauvé dans les bons cas de figure de faire des bonnes choses, ça m'a sauvé énormément d'argent. Et dans l'autre, quand je ne l'avais pas, ça m'a fait perdre ou j'ai eu un manque à gagner énorme aussi. Donc, il y a les deux cas, j'ai vécu les deux cas de figure, puis je peux vous dire que souvent, ben, le fait d'avoir cette petite discussion-là, cette première préparation-là, puis c'est fait, puis on n'en parle plus, sauve beaucoup de maux de tête à la fin. Mais la prémisse que tu... C'est pour ça que je suis parti à rire. C'est peut-être pour ça que moi, genre, ça va bien, là. La prémisse que tu viens de mettre de... Tu sais, d'habitude, dans le début, on veut pas déplaire. Je suis tellement à l'opposé de cette mentalité-là. Au même titre que dans mes relations, qu'en business. Tu sais, comme je l'ai dit dans le passé, Marie-Ève est une sainte, là. Moi, je donne de la marde dès le départ. Et si les gens power through, là, je suis game de me commit. J'en reviens à mon exemple de Marie-Ève, quand on s'est connus, j'y ai dit, je crois pas à l'amour, je veux pas d'enfants, je veux pas me marier. Presque 14 ans plus tard, j'ai plié Ouais. sur tout. Tu sais, je veux dire, soyez upfront, puis encore, tu sais, je veux dire, c'est ça, je n'ai pas ce besoin d'avoir beaucoup de monde dans mon entourage, fait que ça fait peut-être que, inconsciemment, je suis prêt à ce qui parte vite, mais ultimement, tu sais, mes relations que j'ai sont très fortes parce qu'au début, je le fais pas volontairement, mais comme en Mais looking back, c'est un pattern, je me rends compte que dans mes débuts de relation, je suis souvent uh-huh, uh-huh. désagréable-ish ou un peu too much de ce que je suis normalement. C'est là que je vois genre, OK, ça vaut-tu la peine d'investir du temps et de l'effort avec cette personne-là si elle est pas capable de me gérer quand je suis à 11, ce qui arrive régulièrement. Fait que je suis comme aussi bien être à 11 en partant, puis après ça, tone down, puis tout va être plus facile. Fait Mais que c'est vrai que moi, là, c'est ton pattern de... Parce que c'est, tu sais, quand tu connais, comme tu sais, on le disait tout à l'heure, mais tu as l'impression, tu sais, quand on te voit, comme on va se faire une certaine image de toi, puis tu vas peut-être dès le départ montrer beaucoup plus ce côté-là. oui, fort probablement, là. Mais tu sais, c'est ça, cette notion de ne pas vouloir déranger, moi, je l'ai jamais eu. Parce que T'es comme un justement, t'es comme un molten cake, tu sais, les molten cakes, là, les lava cakes, là, qui sont comme, l'extérieur est comme plus dur, à mais quand part le tu fait que l'ouvres, présentement, mon bid, genre, j'ai une trip qui me pousse que juste par-dessus mon waistline, mon ventre par-dessus ma ceinture a l'air d'un lava cake présentement. C'est le seul référent que j'ai. mais où est ta résolution de nouvelle année de travailler sur tes perky tits, ça, le syndrome du perky tits, as-tu tombé dans la bédaine? Non, la bedaine était déjà là aussi, là, mais non, honnêtement, genre, non, faux. Je l'ai pas complètement abandonné. Je continue de faire un peu de vélo quand que je game, mais clairement pas autant que je devrais, puis je le sais. Mais en même temps, j'ai Marie-Ève qui s'entraîne genre 4 fois par jour. Fait que je la regarde, puis je suis comme, hey, si elle est en santé, ça prend tout ça. Ça me turn off bien raide. Puis sinon, elle me shame en me disant le soir, t'as-tu fait ton vélo? J'ai dit non. Elle me pointe le vélo. Il n'y a rien qui me donne moins le goût de faire du vélo. Fait que je blâme mon début dans Beaupoint sur la santé de Marie-Ève. Ouais, mais Marie-Ève a fait de l'extreme, a fait de l'ultra-marathon, puis tout ça, là, tu sais, c'est sûr que peut-être pas de marathon, mais comme je pense que tu peux incorporer certaines affaires que Marie fait, là, puis Oh ouais, non, go, là. je fais bien des blagues, là, mais je sais que je devrais ressembler plus à elle et moins à moi, là, mais... D'où t'as un terrain de jeu juste derrière chez vous, là. Non, Tu sais, je sais. reste à ton âme, là. Prends ton fat bike, là, puis va monter des petites côtes, là. Ah, non, non. Là, t'ouvres une boîte de Pandore que juste parce que t'as nommé le mot fat bike, c'est sûr que je vais en entendre parler à la maison. Let's move on, les On litiges. adorait, on va appeler ça le gros bicycle. Ouais, c'est ça, le gros bicycle. Refusé. Ah ouais, Marie, message à Marie.
Fouette-les, tabarnache. Hey, please do. Oh my gosh. Oh. Là, tu fais ton tough, puis je suis pas mal sûr que tu serais comme, à cette train de fouetter, tu serais ouch! Non. Pour Aïe, aïe, aïe. revenir maintenant, Oh, le petit côté, oui, le petit restons côté moelleux professionnels. ressortirait. Oui. Oh my gosh. Dude, so, ouais, ben c'est ça, on a parlé, on joke, là, mais on a parlé du prenup puis de l'analogie, dans le fond, avec le mariage. Mais honnêtement, c'est une conversation qui est, peu importe ce que vous décidez de faire, c'est une conversation sérieuse à avoir en tant que partenariat. Moi, il y a une erreur que je vois, puis on en a déjà parlé dans le podcast, mais il y a une erreur souvent qu'on va faire, c'est de peur de manquer ou de peut-être un manque de confiance où on va amener souvent des partenaires qui n'ont peut-être pas besoin d'être partenaires dans la business. Puis ça, j'ai l'impression que c'est un réflexe un petit peu novice d'aller chercher des personnes que éventuellement, ben, on n'aura peut-être pas besoin parce qu'au départ, on n'a pas nécessairement la confiance de se lancer peut-être tout seul ou dans une structure peut-être un peu plus simple. On magasine une sécurité, une relation plutôt que des compétences. Mm-hmm. Ouais. Puis pour Au faire lieu de un regarder. callback un petit peu sur le... Ah ben non, c'est vrai, on a... OK, spoiler alert, on a enregistré à l'envers les épisodes, fait que la semaine prochaine, on va en parler. Ouais, Mais il y a un lien direct justement avec la notion de savoir qu'est-ce qu'on veut bâtir. Théoriquement, avant de signer qu'on est des partenaires dans une affaire, tu es supposé avoir quand même une bonne clarté et compréhension de qu'est-ce qu'on vise à bâtir ensemble. Donc, l'importance d'avoir une compréhension de c'est pas obligé d'être parfait, mais un ébauche de structure d'organisation va être capable de plus identifier, OK, est-ce que les personnes qu'on considère présentement répondre au rôle et tâches que le projet, l'entreprise qu'on vise à lever a besoin. De faire vraiment la distinction entre les intérêts personnels et les intérêts de l'entreprise. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'au départ, on va aller avec un partenaire justement pour compenser au niveau exécution et non pas au niveau complémentarité. C'est plus par rapport à la load de travail. On va se dire, ben, ça me prend un partner parce que j'ai pas l'argent nécessairement d'investir dans quelqu'un. Et puis, ben, ce partner-là, ben, finalement, pourrait amener l'exécution dont j'ai besoin. Donc, je vais le mettre partner. Je vais lui donner un tiers de la compagnie ou la moitié de la compagnie. Puis vous allez vous rendre compte qu'éventuellement, ça prend pas si tant de temps que ça à vous rentabiliser en tant que tel pour aller chercher de l'aide, tu sais. Et il y a ce gros problème-là où le partenaire devient rapidement un exécutant que tu payes trop cher parce que c'est là que le leadership va se montrer. Vous allez voir qui est vraiment, qui lead, qui lead ou quelles sont les vraies forces de la personne en tant que telle, tu sais. Est-ce que la personne a une capacité d'aller augmenter son niveau de jeu au-delà du field of play, au-delà de l'exécution? T'sais. Puis éventuellement, ben, un exécutant pur qui est juste là parce qu'au départ, parce que ça vous donne un petit peu plus de power, de pouvoir d'exécution, ben, malheureusement, ça end up à coûter pas mal cher dans votre line-up, là. Votre partenaire ne devrait pas être votre psychologue, je vais le dire comme ça. Là. C'est une espèce de béquille de sécurité qu'on a besoin pour l'inconnu qui est devant nous, souvent quand on commence. Mais à long terme, vous allez vous rendre compte que justement, ça devient plus un sabot de Denver qu'une béquille. Là. Et c'est exactement ça. Donc, c'est important d'avoir et demander peut-être de l'aide ou de l'advice à certaines personnes qui sont déjà passées par là, tu sais, qu'est-ce que vous devriez faire? Parce que c'est facile. Moi, pour maintenant, par exemple, pour moi, c'est facile de l'identifier. Ça ne l'était pas au début de ma carrière d'identifier ces choses-là. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. T'sais. Mais je peux vous dire de quoi, dans n'importe quel partenariat, surtout quand ça vient dans un partenariat où il y a un échange de parts sociales dans une compagnie ou de profits ou de choses comme ça, il faut être très, très, très prévenant, proactif et pour faire ça, ben justement, que les choses se passent bien ou quand justement les choses ne se passent pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on fixe je dirais, ce problème-là ou on corrige la situation rapidement ou de la bonne façon, dans le fond. Absolument. Qu'est-ce qui va dans un bon prenup, Dave? Honnêtement, nous autres, ce qu'on a fait, donc, l'erreur, moi, que j'ai faite à Balboa,
compagnie de publishing, c'est justement de ne pas avoir enforcé on avait des contrats, mais au niveau, qui était peut-être un peu plus lousse qu'on aurait dû être. Et on a aussi pris la parole de certaines personnes comme du cash. On était comme, OK, ouais, c'est bon, on va s'occuper. Voici là, on s'est dit ça, maintenant on officialisera ça plus tard. T'sais. Puis éventuellement, ben, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, on a eu un partenaire, on avait un client à Waldbois qui était vraiment notre cheval de race, qui était le client qui nous rapportait qui était le plus profitable, mais aussi celui qui nous prenait plus de temps. Donc, à un moment donné, je vais parler un petit peu de cette histoire-là, ça vous donnera en contexte. Éventuellement, ce client-là commençait à prendre beaucoup de notre temps, de nos ressources. Donc, on a ouvert la porte au client de dire, écoute, on a deux choix. Soit on reste dans notre modèle où, écoute, nous, ça nous prend quand même un certain volume de clientèle pour pouvoir amener notre business, faire grossir notre business basé sur les ressources qu'on a, ou on crée je te dirais, une entité séparée où on devient vraiment partenaire et puis on gère ce côté-là parce qu'on voyait, il y avait c'était plus qu'un client dans le fond parce que il y avait besoin de nous autres et puis pour nous autres, c'était un client qui nous rapportait énormément d'argent, mais sur qui il fallait focuser. Donc, soit comment est-ce qu'on fait pour amener la croissance et puis partner up de la bonne façon. Et donc, on a eu une confirmation verbale. Oui, il n'y a pas de problème, vous êtes mes partenaires, puis je veux la même chose. Puis je dis, OK, parfait. Donc, l'accord verbal, puis ça, c'était genre au mois d'octobre. C'est OK, parfait. Ben là, de toute façon, on continue l'agreement parce qu'on avait un contrat de 2 ans au niveau de l'exécution au niveau de ce client-là pour la compagnie, pour l'agence. Donc, on va continuer et ensuite, une fois à échéance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la transition vers une nouvelle structure. Donc, nous, ça nous laisse à peu près, je te dirais, 6-7 mois pour préparer ces choses-là, aménager la transition, aménager la structure, la structure de l'entreprise ou la structure de ce qu'on va amener et les personnes, les systèmes, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'au mois de juin où finalement, quand c'était temps de le faire, ben, on se fait littéralement chier dans les mains, alors qu'on avait investi beaucoup de temps, d'argent dans une structure pour développer ce partenariat-là et la nouvelle, je te dirais, entité beaucoup plus complexe au-delà de ce qu'on offrait au niveau de l'agence. Et ouais, donc dans le fond, il y a puis aussi le fait qu'on a refusé beaucoup d'autres clients en prévision de la création de nouvelles structures. Donc, un coût d'opportunité énorme. Mais ça, c'était basé sur une handshake deal au mois d'octobre, tu comprends-tu? Depuis là, ce partenaire-là, ben, en tout cas, je pourrais en jaser plus en... Ben, en tout cas, je ne veux pas nécessairement envie d'en jaser en détail parce que non, j'ai ça sert à rien anyway, mais on comprend. Mon opinion sur la personne maintenant, là, mais en tout cas, mais là, il y avait il y a eu un changement de vision, il y a eu un changement de cap de cette personne-là, je ne sais pas. Et nous autres, ben ça nous a mis vraiment comme financièrement, c'est bon, on est capable de l'absorber, mais le coût d'opportunité avec ça, était énorme. Qui se chiffre en plusieurs millions de dollars. Là. Et si on avait eu une prenup, dans le fond, quelque chose qu'on aurait pu amener directement, un papier signé, très clair, avec voici les enjeux, voici ce qu'on fait, et voici ce qui se passe si ceci arrive, etc., ça aurait changé beaucoup de choses. Donc, non seulement dans les attentes, mais aussi le fait de perdre notre temps, notre argent avec des choses comme ça. Et puis, c'est ça qu'on a amené vraiment avec Bioptimizers quand j'ai acheté les parts de la compagnie, ça a été très clair avec mes partenaires Matt et Wade comment est-ce que ça allait se passer, peu importe ce qui se passe, parce qu'on était vraiment dans l'inconnu où on reprenait. Ben moi j'amenais la compagnie, je rentrais dans la compagnie pour un petit peu, je dirais pas sauver la compagnie, mais que j'étais la pièce manquante pour que ensemble on puisse justement ramener cette compagnie-là à la profitabilité puis à la croissance. Donc, on a été très clair avec un operating agreement. Qu'est-ce qu'est je pense que tu me l'as déjà dit, mais qu'est-ce qu'est
Ah bon, la le, traduction. le terme officiel en français, je sais pas, moi, tout, je réfère toujours à ça, là. Mais c'est comme la convention d'actionnaires ou Ouais. Donc, dans le fond, c'est comment est-ce que ça fonctionne, qui fait quoi, quels sont les attentes. les rôles et les attentes envers chaque partenaire. Et dans les cas de figure, X, Y, Z, comme peu importe ce qui est le cas de figure, si le partenaire meurt, si le partenaire change d'idée, si le partenaire décide de faire comme, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et c'est ça qu'on a bien fait. Et puis, moi, quand je suis rentré comme, tu sais, avec Bioptimizers, dans un rôle quand même assez, assez précis, je me suis dit, garde, je sais pas si je vais aimer ça, je sais pas si je vais vouloir continuer. Comme, j'étais comme, je te dirais oui maintenant, mais je le sais, tu sais, honnêtement, je le sais pas. Fait que, faisant quelque chose d'assez, donnons-nous des options. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis au bout de 2 ans, moi, j'avais plusieurs options à faire. Puis j'ai décidé de cacher out après 2 ans. C'était mon choix, mais j'avais l'option de faire autre chose, pareil. Puis j'avais mes raisons, tu sais, puis j'avais mes raisons parce que j'avais un contexte aussi qui était différent, tu sais, en 2016 que quand je suis rentré avec eux autres. Fait que c'était très clair. Puis l'affaire qu'il fallait faire attention, c'est que Matt Galland, moi, c'est quand même, c'est dans mes best chums, c'est dans un de mes amis les plus proches. Tu comprends-tu? Donc, il y a des enjeux qui sont pas juste de business, il y a des enjeux qui sont très, très personnels, très émotionnels, tu sais. Donc, il fallait faire ces choses-là. Donc, on a fait un operating agreement, c'était très clair et ça, non, ça pas, il n'y a pas eu de problème. C'est ça qui était l'affaire. C'est que ça n'a pas, à partir du moment où la décision a été prise, on a suivi juste by the book ce qu'il fallait faire. Ben c'est ça, du fait que c'est planifié, il ne peut pas y avoir de problème. Parce qu'un problème, c'est une chose à laquelle on est confronté, qu'on n'a pas de solution encore. Là, vous avez réfléchi aux solutions avant que les problèmes arrivent. Ouais. Donc, Exact. il y a zéro ambiguïté, c'est juste on suit le playbook. Si Puis A, alors B. Done. mais ça a été avant que toute exécution de n'importe quoi soit faite. Tu comprends-tu par Mhm. rapport à la différence qu'il y avait eu avec l'autre compagnie ou l'autre partenariat où on n'a pas attendu de signer avant de faire? Ça a été le gros problème parce que on n'avait aucun recours, dans le fond, légal ou rien parce que justement, Il n'y on avait pas a de fait ça. trace. Il n'y avait pas de trace, on a fait ça sur une handshake deal. Tu comprends-tu? Et ça, c'est tellement comme, moi, je me dirais tout, tu sais, c'est un rookie mistake dans un sens, puis personne est à l'abri de ça. On le savait très bien, mais honnêtement, comme, tu sais, tu te dis, ah, non, non, mon partner, comme, on est vraiment, tu sais, on voit les choses de la même façon, il y aura, tu sais, puis jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là, tu sais. Donc, c'est certain qu'après, je me suis couvert, pas couvert le dessus, mais on fait, on en parle, on est des adultes, on est surtout aussi des chums. Qu'est-ce qu'on fait? C'est C'est peu juste importe faire quoi. les bonnes choses de la bonne façon, dans le bon ordre, tout Mhm. simplement. Là. Tu sais, puis on a abordé tous les scénarios, comme la mort d'un partenaire. Si un partenaire devient invalide, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, si comme genre, demain t'arrives, puis tu fais un accident, puis t'es dans le coma, mais t'es encore vivant, t'as encore les parts, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il faut que la compagnie survive, tu sais. Si Donc, on a quelqu'un fraude directement l'entreprise, si quelqu'un est reconnu coupable à quelque chose qui n'est pas relié à l'entreprise, mais qui peut avoir un impact sur la perception de l'entreprise. On peut aller très, très loin. Moi, en tout cas, de notre côté, convention d'actionnaire, c'est jusque-là. Là. Puis, rule of thumb, comme à partir du moment où vous êtes plus de 2 partenaires, faites un operating agreement. Ouais. Il y a trop de variables. Quand tu es 2 personnes, limite, t'es pas obligé, tu sais, comme ça dépend. Oui, non, faites un operating agreement, mais vous n'avez pas besoin d'aller souvent ou au départ dans des clauses qui sont très, très spécifiques. Mais quand vous allez 3 partenaires, je peux vous garantir qu'à un moment donné, il y a des changements, il y a des décisions qui vont devoir être faites malgré la bonne volonté de tout le monde initialement, quand il y a plus de 2 personnes, souvent, ben c'est ça. Il faut avoir ces choses-là. Puis ça arrive tout le temps. On le voit nous autres, que ce soit avec dans nos cellules de croissance ou que ça a été nous avec nos entreprises. On l'a tout le temps vu que quand tu ajoutes plus de personnes autour de la table, ben, bien évidemment, les chances, les odds sont que il va avoir ces décisions-là à prendre. Oui, parce que plus que tu as de personnes, plus que tu as d'opinions, plus que tu as de valeurs qui s'entremêlent. Donc, c'est toujours rajouter un petit peu d'huile sur le feu puis juste attendre qu'il se passe de quoi.
Est-ce que tu recommandes d'habitude la clause shotgun? Il y a plusieurs personnes qui ont peur de cette clause-là à cause des implications que ça a. Moi, de mon côté, je vois vraiment ça comme juste un autre outil que tu as dans ton toolbox que tu n'es crissement pas obligé d'utiliser, mais au moins c'est un recours. Mais je pense que ça vaut la peine qu'on établit un petit peu cette mesure-là pour démystifier ce que c'est, à quoi ça sert, puis justement de faire comprendre aux gens que ce n'est vraiment pas... c'est rien de négatif, là. Comment je pourrais dire ça? Il faut l'incorporer avec certaines conditions, je pense. Parce que faut faire attention avec la clause shotgun, c'est que, il y a des moments donnés où il faut qu'elle soit utilisée dans les bons contextes et non pas souvent dans un contexte émotif ou peu importe, Est-ce que toi, moi, j'ai jamais eu à utiliser ce type de clause-là. Est-ce que toi, tu as déjà eu à l'utiliser? Non, pas assez proche, mais non. Mm-hmm. Donc, je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est une extra sécurité. Mais il faut amener certaines peut-être conditions. Comment toi tu l'amènes dans tes agreements? Mais nous, c'est très straightforward. Là. Puis sur le même titre, admettons, moi, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai été très proche et j'ai dû jouer le rôle du Explique psychologue peut-être, d'une personne qui pour l'a ceux joué. qui ne savent pas ce que c'est qu'une close shotgun, explique peut-être ce que c'est Close qu'une close shotgun, c'est lorsqu'on n'est pas capable d'arriver à une entente. Donc, lorsqu'on a dans notre convention d'actionnaire, operating agreement, différentes mécaniques pour dire, bon, ben, voici ce qui se passe dans un scénario où ce que soit deux personnes ne peuvent plus travailler ensemble, donc il y a vraiment un conflit personnel qui fait que c'est non viable, ou exemple juste que ça commence en bon terme, comme hey les gars, que je cacherai out, puis admettons, autre bonne recommandation, établissez tout de suite les méthodes de calcul. Comment est-ce que vous allez faire la valorisation de votre entreprise lorsque quelqu'un veut cacher out? Donc, si, admettons, on dit, bon, mais on avait toutes ces mesures-là, puis là, ben, personne ne s'entend malgré les outils sur lesquels on avait trouvé entente au début, la méthode de calcul, peu importe. Là, on est dans un impasse. Puis très souvent, quand tu es rendu là, de dire, là, si ça vaut plus cher que ça, tu essaies de me crosser, c'est là que ça vire vite au vinaigre parce que les intérêts puis les motivations professionnelles sont maintenant perçus comme des attaques personnelles. Ouais. Donc, la clause shotgun, c'est de dire, présentement, on est dans une impasse. Les intérêts de l'entreprise, parce que votre entreprise est toujours une entité à part, eux, la business, il faut qu'elle continue. Ouais. Donc, votre petite guerre, là, on s'en crisse pas mal, là. Présentement, il faut juste prendre action parce que, justement, la business n'a pas rien que ça à faire. La clause shotgun, c'est de dire, si tu calls le shotgun, c'est comme je dis, ça prend... C'est pas genre, c'est un fallback systémique, là. C'est quelqu'un qui doit initier ce processus-là. Oui. C'est caller shotgun, c'est de dire, gars, je te fais une offre pour racheter tes parts. Oui. Et si tu n'acceptes pas, tu me rajettes selon la même méthode de calcul, selon la même valeur. Exact. Donc, de dire, admettons, on est 50-50, gars, je call shotgun, là. Aujourd'hui, je t'achète pour 200 000. Oui. Et si tu dis non, ça veut dire que tu m'achètes pour 200 000. Donc, tu es dans une position où tu ne peux pas lowballer parce que si la personne refuse, ben toi, tu laisses l'argent sur la table. Exact. Puis c'est pas à ton avantage d'aller trop haut parce qu'il y a la même raison. Ben, en fait, raison inverse. Donc, c'est quand même une mécanique qui est très agressive, mais, comme je le dis, c'est juste un outil de plus. Là. Un prenup, puis tout, c'est comme, justement, des affaires de contrat de mariage. Là. Tu veux jamais l'utiliser. Tu veux toujours essayer de faire de la médiation, faire de peu importe. Oui. Comment est-ce qu'on trouve entente entre nous pour ne pas avoir à recourir à ça? Mais au besoin, on a tout ça. Ben c'est ça. La clause shotgun est quasiment un dernier recours dans un sens. C'est pour ça que je dis comme, oui, mettez-la dans votre operating agreement, mais... Ça coûte pas plus cher. Ça coûte pas plus cher, mais s'il vous plaît, soyez très spécifique sur les étapes à passer avant d'en arriver là, OK? Si la clause shotgun ne doit pas être de facto la façon dont on règle les litiges. C'est vraiment le dernier recours. Il y a d'autres choses à faire. Il y a de la médiation qui est possible. Il y a différents cas de figure à faire. Puis c'est ça vraiment qui était intéressant, nous autres, dans les ce qu'on a fait avec Buy Optimizer, c'est qu'on s'est donné des options avec... On avait une formule de rachat, donc basée sur le brut ou le net, option, tout dépendant de ce qui était le plus haut. Et aussi avec différents cas de figure de ce qu'étaient les attentes du partenaire. Donc, on avait des options de rester partenaire, des options de vendre complètement les parts, des options de rester là en tant que
dans un rôle certes exécutif mais différent, et si on devait engager une personne pour remplacer, c'était pris sur les dividendes de la personne. Donc il y avait vraiment différents cas de figure qui étaient super intéressants, où il y avait vraiment beaucoup d'options qu'on pouvait choisir et qui devaient être obviously votées par le comité, dans le fond, nous autres, les partenaires, et puis avec un système de vote qui était très clair par rapport au nombre de votes, etc., comment ça fonctionnait. Et puis, le processus a été très smooth. Tu comprends-tu? Il a été très... Oui, il y a eu la discussion à avoir, tu sais, comme, pourquoi, tu sais, comme, OK, ben, pourquoi j'ai pris cette décision-là? Puis c'était très clair pour eux autres. Moi, dans le fond, ma décision, elle a été motivée. Honnêtement, tu sais, comme j'ai adoré, comme j'aimais beaucoup, 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 beaucoup travailler avec mes partenaires. La seule chose qui se passait, c'est que la seule différence qu'on avait entre nous autres, c'est que eux avaient pas d'enfants. Donc, tu parles avec des personnes qui avaient une capacité, je te dirais, d'exécution qui était différente de la mienne. Moi, ma petite, quand j'ai signé le contrat, ma petite était petite, tu sais, donc elle n'avait pas nécessairement, je ne savais pas ce qui m'attendait. Puis, éventuellement, tu sais, au fur et à mesure que la compagnie grossissait, je voyais l'augmentation de ma charge de travail, l'augmentation de mes responsabilités, dans un sens, m'empêchait de vivre ma vie entrepreneuriale que moi je voulais. OK? Donc, mes ambitions étaient devenues différentes de celles des partenaires. Mes ambitions étaient différentes de la vision de l'entreprise pour le long terme. C'est ça qui a motivé ma décision. C'était une décision purement personnelle parce que je voulais être là pour mes enfants, puis je savais qu'on voulait on voulait plus d'un enfant. C'est Et 100% légitime. Là. Personne ne peut blâmer personne non, de ça. Là. non, et puis je suis quand même, veux pas, je me considère, tu sais, lifestyle entrepreneur, où je valorise beaucoup plus, tu sais, la création, la liberté de temps, et puis la valeur brute de l'entreprise, pour moi, a beaucoup, beaucoup moins d'importance. Tu sais, je suis pas intéressé nécessairement par le scale, je suis intéressé par le lifestyle. Puis c'est correct, c'est mon ambition à moi, puis c'est ça que je veux, puis je suis vraiment bien content que je l'avais fait, parce que la compagnie a grossi énormément. Bioptimizers a eu une croissance méga rapide dans le temps que on était les trois partenaires ensemble. Puis, regarde, écoute, c'est parfait. C'est comme on a grossi tu sais, on a élevé ensemble, on a fait naître ou renaître et puis élevé ensemble jusqu'à un certain temps, tabarnouche de beau bébé, tu sais, de business-là. Puis éventuellement, moi, quand je suis parti, je savais que la compagnie, ce qu'on avait monté, la structure qu'on avait implémentée, le marketing qu'on avait revampé, ben, avait la possibilité de grossir. Puis l'année passée, ben là, j'ai parlé à Matt, quand ça, c'était il y a 3 semaines. Ils venaient de wrapper up leur année 2020. Ils ont craqué le 10 millions en 2020 et ils s'en vont pour une croissance so far projetée entre 20 et 25 millions l'année prochaine, tu sais. Fait que moi, là, tu comprends-tu, j'étais tellement content de voir ça que comme le bébé a non seulement survécu, mais devenu comme un adulte responsable. Ouais, t'es rentré, t'as fait ce que t'avais à faire, Ouais. t'es reparti. Fait que tu sais, t'as contribué dans le temps que ça a duré. Puis bon, ben, c'était le fun dans le temps que ça a duré, les chums. Bonne chance dans vos projets futurs. Puis, that's it, là. Puis honnêtement, mais oui, mais c'est exactement, mais tu comprends-tu, c'est le fait de voir que j'ai été très clair par rapport à ce que ma vision des choses, et puis on a été très honnête en tant que partenaire, puis ça s'est bien passé, puis tout le monde en a bénéficié. Puis encore une fois, voici pourquoi c'est important. Tu sais, c'est un exemple concret pourquoi c'est important de voir sa compagnie comme un être, une autre personne. Tu sais, c'est comme un enfant que, tu sais, quand tu as un divorce, tu as deux options, là. Soit tu rends ça nasty, puis que c'est l'enfant qui pâtit à la fin, puis qui end up à devenir dysfonctionnel par cause des choix de ses parents puis de leur petite guéguerre personnelle, ou vous dites, garde, on va apprendre à se parler comme des adultes, puis à agir comme des adultes, et faire que l'enfant soit la priorité, que son développement soit la priorité, que on veut qu'il devienne un enfant fonctionnel, tu sais. Puis c'est exactement ça qui s'est passé avec avec Biop, puis c'est pour ça que maintenant la compagnie a une belle maturité, tu sais. Oui, Donc puis il y a un élément que, tu sais, sortir de sa business, ce n'est pas nécessairement négatif.
ce n'est pas nécessairement de la lâcheté, ce n'est pas du cowardice. T'sais, vous avez toujours le contrôle sur vos raisons, sur la narrative qui est donnée aussi. Oui, dans certains cas, il y en a qui vont sacrer leur camp pour des mauvaises raisons. Pour de la jalousie, pour Oh ouais. des différentes craintes, peu importe. Mais à un moment donné aussi, puis moi, c'est quelque chose que je respecte énormément. Le move le plus courageux, à mon sens, en entreprise, c'est savoir quand se retirer au bon moment. Parce que justement, à ce moment-là, tu es capable de faire la distinction entre les intérêts de la business versus tes intérêts personnels. C'est facile de dire « Ah ben si, je vais rester un an de plus, peu importe, c'est mon gagne-pain. » Ouais, mais si tu es un agent de frein à ta business, le bon move, c'est de te retirer. Puis j'en ai vu qu'ils l'ont fait, mettons, un très beau cas, Jeff de Café Saint-Henri au Québec, qui vient de vendre sa business. Pas parce qu'il l'aimait plus, non, parce que sa business a tellement du succès qu'il se rend compte qu'il est plus capable, tu sais, sur ses compétences à lui, il l'a emmené le plus loin qu'il peut aller. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée à rester, parce que sinon, il va juste ralentir le momentum que ça fait 10 ans qu'il essaie de bâtir. Moi, ça, c'est un move que je trouve qui est hyper courageux et noble. Oui. Alors que ça pourrait être perçu comme il n'a pas eu les couilles d'aller au bout de son projet. Je suis comme non, à l'inverse, justement. C'était le bon move pour aller au bout de son projet. Ce n'est juste plus son projet, mais le projet continue pareil. Exactement. Faut vraiment prendre une distance avec les raisons personnelles souvent qui nous habitent versus les intérêts de la business. Là. Tu sais, on parle de maturité personnelle, mais la maturité professionnelle, là, c'est une chose. Là. Honnêtement, là, avoir son ego in check parce que, tu sais, honnêtement, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui step down comme CEO parce qu'il se rend compte qu'il a maximisé son, tu sais, Son apport. son apport dans le fond dans ce rôle-là et qu'il y a du monde qui semble peut-être meilleur que lui. Ça veut pas dire que la personne n'a pas fait son rôle ou n'a pas fait son, tu sais, sa part. Donc, j'ai plus de respect pour une personne comme ça plutôt qu'une personne qui va s'entêter par ego à vouloir rester dans une position dans laquelle, il n'est pas, peut-être pas compétent, mais qui n'apporte pas le meilleur apport ou qu'il le garde 100% par fierté personnelle. Oui, puis faut faire aussi la distinction entre actionnaire, ce qui est un statut fiscal, versus les opérations. Ça peut être une très bonne stratégie de dire, gars, on te rachète ou on fait juste convertir, gars, plutôt que de te racheter, parce que dans certains cas, le simple fait d'avoir une personne dans ton entreprise amène une valeur, une notoriété, une crédibilité. Donc, tu sais, on pourrait dire que c'est une stratégie très viable de dire, ben, gars, plutôt que de te racheter, parce que nous, on reconnaît ta valeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir tes actions. On va convertir tes actions d'actions votantes à actions passives. Donc, présentement, tu as un gel qui est fait. Cette personne-là, bon, mais elle reste disponible puis éligible pour les dividendes. Puis, au niveau des opérations et des décisions, là, en effet, elle n'a plus aucun pouvoir. Donc, la business peut continuer de croître selon la vision des personnes qui veulent vraiment avoir les mains sur le volant. Ils n'ont pas besoin de sortir du gros cash. Ou à la limite, c'est un rachat partiel. Puis tu dis, ben la balance, là, il y a plein de façons de le faire. Mais c'est super important de comprendre que les heures investies n'ont pas de lien avec le nombre de parts qu'une personne devrait avoir. Exactement. Puis c'est ça le gros problème qu'on voit à la base, pourquoi ça arrive. T'sais. Puis tu sais, de ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un problème dans le fond avec ça, c'est que quand tu amènes un partenaire et que sa valeur en tant que propriétaire, je te dirais, décisionnelle, est moins bonne, mais qu'il garde cet élément opérationnel-là, donc qui devient un exécutant dans la compagnie, mais qui garde des shares, même si elles sont, je te dirais, silencieuses d'une certaine façon. Le problème avec ça, c'est que cette personne devient un exécutant très coûteux. Et ça marche, je te dirais, en règle générale, ce n'est pas le meilleur cas de figure. Donc, j'essaye, moi, de jamais vraiment aller vers ce scénario-là parce que, justement, il y a tout ce côté, OK, ben ouais, mais t'es un exécutant qui coûte cher. Et puis, il y a toujours une certaine, pas animosité, mais il y aura un certain ressentiment qui va se mettre en place entre les partenaires et où la performance de la personne ne sera pas nécessairement aussi bonne parce qu'elle n'a pas, je te dirais, ce côté
décisionnel-là d'une certaine façon, ou de sentiment de propriété, de ownership de la compagnie. C'est un petit peu ça le problème. Puis, donc, de façon très transparente, puis ça, à la limite, c'est une discussion que en fait, il n'y a pas de discussion à avoir, je l'ai accepté. Je sais que, mettons, moi, du côté d'Idac, j'ai crissement mal négocié mes affaires. Par contre, je le ramène pas sur la table parce que je sais que d'un, c'était à moi à mieux négocier en amont. Oui. Et à l'inverse, si justement il y a un enjeu au niveau nombre d'actions dans la compagnie versus le workload et les responsabilités que j'ai, les dividendes et les salaires, ça sert à ça. Allez, mon défi à moi, c'est de dire, ben gars, les gars, je veux pas plus de parts. Ça a été décidé, puis c'est fiscal. Rendu là, ben si je pense que je mets plus d'heures ou j'ai plus de charges, ben c'est pas aux gars à baisser leur valeur puis me donner des actions, absolument pas. C'est plus à moi de dire, ben gars, en contrepartie, ben je pense que ça vaut l'augmentation de salaire que je vais demander. Oui. Fait que rendu là pour... C'est des choses que tu peux négocier pareil. Oui, c'est une après, discussion qu'on peut avoir, absolument. Mais moi, j'ai décidé de ça. Ça me tente pas d'ouvrir, tu sais, ce qu'il y a à gagner versus le reste. Je suis comme, non, ça je vaut pas veux pas aller là. À l'inverse, ben c'est ça. Puis je trouve que là, ça dépend, parce que dans certains cas, on va vous dire, justement, si vous êtes incorporé, peu importe, puis que si vous avez un contexte qui s'y prête, payez-vous un salaire le plus bas possible pour juste votre coût de vie, puis payez-vous en dividende après, peu importe. Nous, dans notre cas, ben, on se paye plein salaire parce qu'on a la structure le permet, puis on a nos employés, puis c'est plus facile à gérer. Mais dans ce cas-là, ben, c'est ça. Tu sais, la rétribution pour vraiment les heures et l'effort que tu donnes individuellement est compensé par le salaire. Exact. Alors que les dividendes, c'est la performance globale de l'entreprise. De vraiment faire cette dissociation-là. Donc, s'il y a une frustration de comme Chris, il me semble que je travaille plus fort que les autres puis que j'ai plus de rôles et tâches, ben mon chum ne va pas jouer sur la carte des actions. Là. Absolument pas. Là. Sur ta carte de ton salaire en tant que tel. Exactement. Puis, parce qu'il y a tout un côté, tu sais, des fois, où c'est pas nécessairement, comme tu as dit, relié au nombre d'heures que la personne va mettre dans la compagnie. Il y a des personnes qui vont devoir mettre plus d'heures à cause de leur skill set et puis de ce qu'ils font mieux, mais il y a des personnes, par exemple, tu sais, moi, je voyais, par exemple, avec BiOptimizer, je mettais toujours plus d'heures que Matt, par exemple. Mais Matt, lui, son superpower, il est au niveau du marketing, de l'optimisation de campagne, des choses comme ça, qui ont un impact énorme à la fin de l'année, dans le fond. Je mon sac qu'il travaille 20 heures, puis moi, j'en travaille 40, tu sais. C'est le bottom line. Qu'est-ce qui est les forces de cette personne-là? Puis qu'est-ce qu'elle amène vraiment à la table, tu sais. Puis il y a des personnes que, tu sais, regardez Shark Tank. Croyez-vous que Damon John puis whoever qui achète des compagnies, là, ils rentrent dans l'exécution puis ils vont commencer à embouteiller les petites bouteilles de kombucha dans la compagnie qu'ils ont investi 500 000 $ et puis qu'ils ont 40% des parts? Non. Probablement qu'ils font sweet fuck all. Mais leur implication en tant que telle, ben guess what? Elle est tellement importante que ça vaut ça. Tu sais, je veux dire, donc tu peux pas quantifier la valeur de la personne par rapport au nombre d'heures qu'elle fait. Absolument pas. Puis tu sais, plus que, là, ça dépend de où est-ce que vous vous situez dans la business, mais c'est pas vrai que, tu sais, mettons, on prend l'exemple de Matt Galland qui a des crises de bons résultats en 20 heures. C'est pas vrai que s'il fait le double d'heures, il va avoir le double de résultats. Absolument pas. Plus que tu es dans un rôle stratégique, faut vraiment, puis c'est comme, c'est normal d'avoir ce problème-là. Même moi, je l'ai encore. Puis Chris, pourtant, genre, je suis pas un nouveau dans le game, là. Mais de briser cette relation-là, puis d'arrêter de se sentir mal, là, comme, tu sais, je voulais step down à 4 jours, là, à cause de justement la réorganisation. Je vais maintenir 5 jours pendant encore quelques mois. Mais je sais qu'à l'inverse, par contre, je suis dans un rôle qui demande beaucoup plus de réflexion, d'anticipation, de me perdre dans ma tête. Un moment donné, tu fais juste virer en rond plus longtemps, là. Ça sert à rien de réfléchir à 10 heures un cas si après 2 heures, il est réglé. Tu peux juste loguer du temps, pour avoir l'air de travailler. Non, c'est complètement contre-productif. Ouais, non, ça sert à Plus rien. que ta business croît, plus que tu es dans une position où que, tu sais, honnêtement, genre, mettons, Bezos, là, s'il a 6 bonnes idées par année, là, son année est faite. Là. Chris. Moins que ça, même. Ben, exactement, c'est ça. Fait que, je veux dire, mais tout ça, c'est pas du quantifiable. Je veux dire, je loguerai pas mon temps que je suis dans la douche puis que je réfléchis à X, Y, Z. Pourtant, c'est la même contribution et la même valeur que quand je suis assis à mon bureau puis que j'ai un flash. Donc, plus que tu avances, puis comme, justement, ça, c'est une autre façon de le voir. T'sais, nous, on paye pas notre monde à l'heure. On les paye à l'année. Oui. Parce que, justement, on essaie d'être plus dans une reconnaissance de la valeur et la contribution globale Exact. que juste mindset industriel de la machine, il faut qu'elle roule 1000 heures par année pour faire X. Ça marche pas comme ça.
Non. Ça marche plus comme ça, du moins. Ça a déjà marché comme ça. Puis dans des industries manufacturières, je peux comprendre que certains postes, ça va être encore ça. Un journalier, ben oui, il faut que la machine il faut qu'une personne l'opère pendant X nombre de temps pour qu'on fasse X nombre d'argent, correct. Mais les personnes qui le gèrent, plus que tu montes, plus que tu t'éloignes des opérations, ben plus que justement la notion de payer à l'heure fait de moins en moins de sens. 100%. 100%. Non, absolument. Puis, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut être très, très conscient au départ. Okay? Donc, quand d'aller chercher des partenaires, c'est pourquoi. Ça peut être une bonne idée, mais honnêtement, ce n'est pas nécessairement... je dirais, puis on le voit, hein, le plus souvent, c'est que ces personnes-là sont rentrées dans des partenariats parce qu'ils n'avaient pas justement cette confiance-là ou cette peur, si tu veux, de ne pas pouvoir performer ou de ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'ils veulent faire. Et à la fin, ben, ça devient coûteux, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. C'est un petit peu ça le problème qui en découle. Yep. All right, mon chum, est-ce qu'on a un petit mot de la fin, ce petit homework pour nos auditeurs aujourd'hui? Difficile parce que, tu sais, soit qu'ils sont déjà pris dans leur convention d'actionnaire. Quoi qu'il n'est jamais trop tard de réouvrir une convention. C'est sûr que ça engendre des frais, mais si c'est bien fait, ça vaut la peine de mettre le 1500, 3000 pièces si tu t'en sauves crissement plus tard. À voir, selon votre contexte, où est-ce que vous en êtes. Mais justement, de regarder, est-ce que vous avez déjà dans votre convention actuelle les clauses sur les méthodes de calcul de rachat? Est-ce que vous avez une clause shotgun dedans? C'est des choses qui peuvent être intéressantes à regarder. Sinon, pour ceux qui commencent à considérer l'incorporation, ben honnêtement, moi, je pense que c'est quand même... C'est peut-être overkill, mais quand tu t'incorpores, ben, tu vas être 100% actionnaire de ta propre business. Aussi bien tout de suite réfléchir à ça. La journée que tu as juste quelqu'un à rentrer, ben là, les décisions sont déjà prises, puis c'est plus facile, mais en même temps, je dis ça. Plus que je le dis, je réfléchis en même temps. Comme ça va être réouvert à négociation selon les termes de l'autre personne. Fuck it. Perdez pas votre temps avec ça. Fait que juste, si vous êtes présentement actionnaire, vous n'avez pas ces clauses-là, faites votre devoir, contacter quelqu'un. Sinon, je peux facilement vous en référer des très bons. Oui, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est une sécurité qui vaut définitivement la peine. Exactement. Donc, c'est ça. Et puis, si vous avez aussi des commentaires ou des situations dans lesquelles vous étiez en situation de partenariat et puis que ça a peut-être tourné au vinaigre ou les choses ont changé et que vous en êtes sorti, qu'est-ce que vous avez fait pour justement vous êtes sorti de cette situation-là? On aime toujours vous lire, podcast@instigateur.com et c'est ça. Mais encore une fois, bottom line, ne tombez pas dans les rookie mistakes. On vous a exposé aujourd'hui, nous autres, nos rookie mistakes ou des mistakes ou des choses qu'on a faites de bien et de pas bien pour vous donner un petit peu je te dirais, notre expérience là-dedans. Mais prenez des notes parce que ça peut être extrêmement, extrêmement coûteux et douloureux sur plusieurs niveaux si c'est pas fait correctement. Protéger l'entreprise à tout moment. Et théoriquement, si vous faites ça, ça va protéger tous les actionnaires et parties prenantes de la même façon, sans favoritisme. 100%, mon ami. Matt, bonne semaine, mon chum. Yes, sir. Big bro hug virtuel. Puis on se parle la semaine prochaine. Yep. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.